Liliane Guiche Forever. Ah. Alors moi, la grande actrice moi que j'aime particulièrement de cette époque, c'est Eddie Lamar. C'est simple, c'est voilà, c'est posé, mais je suis une très grande, j'aime beaucoup Eddie Lamar pour tout ce qu'elle incarne. Je suis une très très grande fan. Alors si vous connaissez pas Eddie Lamar, je vous montre. En plus, c'est une femme que je trouve incroyable à tout point de vue. Et Eddie Lamar, voilà. Eddie Lamar, c'est pareil. Attends, est-ce qu'il y a deux? Ah, attends, on l'a vu en plus. Hein. Voilà. Eddie Lamar, on voulait s'habiller comme Eddie Lamar. On voulait s'habiller comme... T'as qui d'autre? Oh, t'en as tellement. Bah, Marilyn Monroe, un peu plus tard. Mais voilà, des années 30 jusqu'aux années 60, on s'habille comme nos stars, en fait. Pas qu'actrice d'ailleurs, tout à fait. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, Eddie Lamar. Donc déjà, c'est une femme qui en impose, tu vois. Donc, c'est une femme incroyable, qui en plus est une scientifique. C'est-à-dire que c'est une nana qui... voilà, donc, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est une belle gosse. Oui, mais c'est pas qu'une belle gosse. C'est une femme qui est sur les écrans, qui va jouer des rôles parfois difficiles. Hein. Elle va être très critiquée parce qu'elle va simuler un orgasme au cinéma dans les années 30. Enfin, attends, j'explique très mal la chose. Dans un film, voilà, pas dans le cinéma. Elle va simuler un orgasme dans un film, parce que c'est le film hein, qui... Voilà, c'est pas son... elle va simuler donc ça, et on est dans les années 30. Voilà. Elle va... du coup, ça va... à une 30 plus 40 d'ailleurs. Attends, c'était quand? C'était un peu plus tard, peut-être plutôt 40. C'était dans le film... Mince. Attends, je vais le retrouver. Attends, bah est-ce qu'on voit son cinéma? Mais non, ça c'est en culture populaire, on s'en fout. Bah je crois que c'est dans le... Ah voilà. Alors, dans Extase, voilà. Ah, on est en 36. Si, on est en 33. Elle va donc simuler un orgasme dans ce film-là, et du coup... Voilà. Et donc voilà, c'est une femme qui s'impose, qui joue des rôles vraiment très... Waouh. Et en plus, c'est une scientifique, quoi. Eddie Lamar, c'est la scientifique qui est à l'origine de la technologie du Bluetooth. Tu te rends compte, quoi? C'est elle qui est à l'origine de ça. Ses travaux ont été très importants pour mettre au point la technologie du Bluetooth. Puis on est assis, posé ou à bosser tranquille, toujours sympathique à suivre et découvrir tes visites en stream. Merci beaucoup, Crastet. Ah, merci, ça me touche. Oh, vous êtes vraiment incroyable, ça me fait très plaisir. Donc voilà, donc elle va... Enfin, c'est une femme que je trouve impressionnante. En plus, c'est une femme qui assume son côté, ok. Enfin, voilà. Elle vit sa vie, quoi. Ça, j'aime bien. Pas le Wi-Fi. Alors, pour moi, c'était Bluetooth, la modulation des phases. Là, tu t'y connais mieux que moi pour vraiment les éléments très techniques. Alors, oui, télécommunication. Ah, pour moi, c'est Bluetooth à l'origine. Attends, non, t'as raison. GPS. Ah oui. En fait, c'est le principe de transmission qui est utilisé dans les GPS et certaines techniques Wi-Fi. Mais pour moi, il y avait aussi un lien avec le Bluetooth. On s'en fout. Alors, donc voilà, c'est assez impressionnant. Moi, je trouve ça fou, l'inventrice. Voilà. Alors, l'idée d'une invention. Oui, et en plus, bah, son but, évidemment, c'est par rapport à la guerre. Bah, voilà, en plus, c'est Wi-Fi, dispositif de radiocommande. Ouais, ok, bon, bah, autant pour moi. Je pensais qu'on pouvait aussi mettre là-dedans le Bluetooth. Désolé. L'étalement de spectre pour être plus exact. Ok. Voilà, j'avoue, pour moi, c'est des concepts... voilà. D'accord, je pensais que c'était Bluetooth. Autant pour moi, toutes mes excuses. Ou alors je confonds avec... Moi, si je confonds pas avec la fille de Lord Byron. Je me demande si c'est pas ça, si je confonds pas avec elle. Oui, pardon, je dis la fille de Lord Byron. C'est pas très sympa pour elle parce que je me rappelle plus de son... donc Miss Byron. Attends, je me demande si c'est pas elle. Parce que elle, à l'origine aussi... Oh, par contre, je sais plus son... Bon, c'est pas grave, je chercherai plus tard. Mais en tout cas, voilà, tu as ces femmes-là qui ont eu... Ok. C'est pointilleux quand ça touche au Wi-Fi. Oui, tout à fait. Voilà, donc pardon, je voulais pas vous vexer, Non, mais par contre, merci pour ces précisions. Merci, c'est important de dire, voilà, quand je dis quelque chose qui n'est pas juste, surtout, oui, dites-moi, attention.
Donc voilà, autant pour moi, ouais, je pensais que c'était vraiment Bluetooth. Mais non, c'est Wi-Fi, technologie GPS, et bah, comme tu dis, l'étalement de spectre. Ouais, je serais incapable d'expliquer ce que c'est que l'étalement de spectre, mais je vois à peu près la chose. Merci beaucoup. Touc. Voilà, donc Eddie Lamar, femme merveilleuse. Attends, on avait lu symbole ou pas? Je sais plus. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, voilà. Tout à l'heure, quand tu cliques sur le i ici, ça fonctionne, mais sur les autres, ça fonctionnait pas. D'accord, donc ça aussi, c'est pas très... Ah, là, si je clique sur le i, c'est bon. Ouais. Ah, voilà. On va y arriver. Alors, après Marie Bose-Louise, la direction de Harper's Bazaar est assurée par 2 femmes de lettres, Margaret Sangster, puis Elizabeth Jordan. Elle reste fidèle à l'esprit des origines. La littérature occupe toujours une place de choix dans les textes d'auteurs tels que Henry James, Mark Twain ou encore Eddie Wyatt. La notion d'unité de l'art hérité du pré-raphaélisme, dont Marie Albout était une fervente enthousiaste, inspire les illustrateurs anglais-américains ou français de Harper's Bazaar qui embrassent souvent diverses formes d'art appliquées au mobilier et à la parure. Des phrases longues. La couverture du magazine s'impose comme un support d'expression. Les compositions graphiques mêlent tubéreuses, armures et ailes d'archanges selon une iconographie nourrie de culture héraldique et de références à la chevalerie, vouant durablement les couvertures au symbolisme. À partir de 1901, le magazine, auparavant hebdomadaire, devient mensuel. D'accord. En même temps, t'imagines quand t'es à la DA d'un magazine pareil, produire toutes les semaines quelque chose, c'est... c'est compliqué, hein. C'est compliqué, et puis même, je trouve qu'en plus d'un point de vue, pas accessibilité, pardon, mais image de marque, c'est mieux quand quelque chose devient un petit peu... quand ça devient espacé, parce que quand on a trop, ça te fatigue, et en plus quand c'est trop fréquent, tu perds un peu cette dimension... bah, c'est le magazine artistique que t'attends, quoi. Donc une fois par mois, c'est ce rendez-vous mensuel. Enfin, je trouve que d'un point de vue stratégique, quand tu veux faire un magazine classe, vaut mieux qu'il soit mensuel que hebdomadaire. Après, ça, c'est une stratégie que... Voilà, c'est mon point de vue. Donc bon. Du coup, pareil, là, c'est marrant, on retourne sur du concept... Ah mais non, attends, c'est par rapport aux magazines qui sont là, mais on voit pas trop. Ouais. Par rapport à cet idéal chevaleresque, on va dire. Attends, c'est quoi ça? Bah, mais non! Au secours! C'est ça que je veux voir. Oh, le bug! Le musée, il y a un bug! Musée des arts décoratifs, il y a un bug! Attends, voilà. Qu'est-ce que c'est? Attends. Ah, Eugène Grasset, projet de couverture pour Harper's Bazaar. Ah, c'est rigolo, Grasset qui est travaillé... Attends, on peut zoomer un peu. Alors, attends. Eugène Grasset, abonde de multiples médiums. Ouais, Grasset, il est très... Alors, Grasset, si vous voyez, c'est l'icône Larousse. Attends. Attends, Eugène... Voilà. Attends, normalement, il y a aussi le... Mais c'est lui qui a fait ça, normalement. Tu sais, la femme qui souffle, c'est Larousse pour moi, ça. Attends, si on tape Larousse. Édition Larousse, voilà. Ça pour moi, voilà. Le logo de Larousse, celui qu'on connaît, la femme qui souffle sur ce pissenlit, voilà. Je sème à tout vent. Ouais, c'est Grasset qui a fait le logo. Voilà. Attends, j'étais où du coup? On était où? Je reviens. Donc voilà, donc on était là. Je reviens, c'est bon, je suis là. Et du coup, Grasset a fait plein de choses. Donc, il est plus Art Nouveau. Enfin, il est très Art Nouveau même, Grasset. Hein. Alors, attends. Il conçoit... Oui, voilà, il conçoit aussi du mobilier et des bijoux exposés dans les salles de... Ouais. Oui, il y a beaucoup d'œuvres de Grasset dans le musée des arts décoratifs. Enfin, en gros, il y a eu un leg de la collection... Enfin, la collection Grasset a été donnée au musée des arts décoratifs. T'as même...
sa salle à manger. Quand tu vas au musée des arts décoratifs, tu as la salle à manger de Grasset. Non, attends. Sabine Espaume. Salle à manger. Elle a été designée par Grasset et elle était pour Gillot. Voilà, cette salle-là. Voilà, et c'est une... Elle est reconstituée dans le musée. Ouais, c'est aussi Eugène Grasset qui a designé, qui a fait l'ensemble en fait. Voilà. Des vitraux, gna unité de l'art, Alors, selon la notion d'unité de l'art qui abolit les frontières entre art majeur, art appliqué, art sacré et art profane. Ok. Donc il a fait ce projet de couverture. Donc on voit pas très bien parce que il y a eu un plantage de... Voilà. Dommage. Donc c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Allez, on dézoome. Hop. Divinité. Ah, tu m'étonnes. Là, quand tu vois, c'est vrai que là, on dirait des déesses antiques. Très jolie photo aussi. Alors. Ah, ça plante un peu les gars, là. Tu crois qu'ils nous ont écoutés entre-temps? Tiens, j'imagine là le sous-texte. Vas-y, lis, espèce d'aveugle. Ils nous ont écoutés. Google est là. Au secours. Bon bah écoute, tant mieux. Tant mieux, mais... C'est marrant. Ah, et là, c'est divination. C'est pas la même chose, divinité, divination, hein. Donc, afin de se conformer à l'orthographe américaine, Bazar gagne un second A en 29. Ah. Les créations... Mais pourquoi, du coup? Ça veut dire quoi? Se conformer à l'orthographe américaine? J'aurais bien voulu en savoir plus, là. Ah parce que Bazar, en anglais, ça s'écrit comme ça? Sabine découvre des trucs. Bah ouais. D'accord. Je faisais la faute à chaque fois. Pardon. Je suis désolée. Ok. Pardon, excusez-moi. Il y a un espion dans le chat, mais je te jure. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir aussi... T'imagines la nana qui fait son marché, tu sais. Mais ça m'a perturbé du coup. Tu fais, wow, qu'est-ce qui se passe? On nous écoute. Alors, les créations de Madeleine Vion élaborées à l'instar des tenues antiques à partir de formes géométriques simples. On trouve dans Harper's Bazaar une mise en page à leur mesure. Tu m'étonnes. L'illustrateur... Mais qu'est-ce que j'ai là aujourd'hui avec Illustrateur? J'arrive pas à le dire. Donc Lusa, Rhys, les photographes de Meyer, Merson, puis Oniga Nguyen ou encore Man Ray transcrivent la beauté classique et la sensualité inédite de ces créations issues d'un système de production très rationnel qui se sert de la photographie comme d'un outil. Ouais. Ok. C'est marrant comme phrase. Ok. Au milieu des années 30, Harper's Bazaar adopte une esthétique surréaliste. Les créations d'Elsa Schiaparelli expriment une sensibilité pour l'étrange. Les couvertures de Cassandre agissent comme des rébus insolites, tandis qu'un monde de signes surgit des photomontages de Man Ray, qui réalise la première couverture photographique en 1937, une main de femme posée sur un globe céleste. Donc ouais, Elsa Schiaparelli donc, est une... Mais... Ah par contre, comment on sort là? Au secours! Au secours des piégés! Tout coup, on va retourner là, comme ça. Attends, non. Ah non, attends, c'est là plutôt. On doit être là. Ouais. Et du coup, si je reclique là, je retourne sur ça. D'accord, ouais, ça c'est un petit bug, ça. Ok. Il y a un bug dans la matrice. Oui, donc Schiaparelli, c'est une créatrice de haute couture qui était très 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 proche de Dali. C'était des potes en fait. Et du coup, Dali et elle ont créé des vêtements. Est-ce que c'était portable ou pas? Je sais pas. Enfin, c'était du Dali, donc ça allait. Il y avait des choses un petit peu étranges. Mais en tout cas, oui, elle était très proche du milieu de Dali et des surréalistes. Donc ce courant en fait c'est un courant littéraire à l'origine qui est devenu aussi un courant artistique, etc.
qui en gros met en avant l'importance de l'inconscient dans la création. Donc le principe de, tu vois, par exemple, un truc tout con, l'écriture automatique, en gros, tu laisses aller, qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce que tu dessines, tu donnes la suite à quelqu'un d'autre, hop, 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 qu'est-ce que lui va créer, voilà. En gros, qu'est-ce que l'inconscient est capable de faire, et de le laisser libre, vraiment de dire, vas-y, inconscient, lâche-toi, et crée, de voir qu'est-ce qu'il y a dans la tête, et de sortir un peu du carcan classique. Et en même temps, on a aussi des tenues très très classiques, donc je trouve que c'est un mélange très intéressant dans le magazine où tu as à la fois des tenues classiques type un peu antiquité comme... Ah, en plus il avait dit le nom au début. Ah, attends, je sais plus. Madeleine Vionnet, voilà. Madeleine Vionnet, qui en gros est une créatrice qui aime beaucoup l'art grec. Enfin, en gros, pour elle, le vêtement grec est très intéressant d'un point de vue de structure et le drapé aussi. Elle pense draper avant tout. Enfin, voilà. Et donc là, notamment, ça c'est complètement du Madeleine. Ça, c'est complètement le style Madeleine Vionnet, quoi. Voilà, en plus, t'as la petite... tu vois, ça pourrait même faire... costume de cinéma, hein, parce que t'as la ceinture en feuilles de laurier doré là qui est très sympa, mais elle adore vraiment ça. Je vois bien Athéna, ouais voilà. Mais complètement. Complètement. Athéna de Senseiya, hein, non, enfin, moi je vois complètement ça là-dedans. Parce que ce sont les mêmes finalement les mêmes schémas d'influence. Pour moi, c'est vraiment tu as l'Antiquité qui va être transformée pour Madeleine Vionnet et ça se trouve peut-être que l'auteur de Senseiya, je me rappelle plus qui a écrit qui a fait les mangas de Senseiya, mais peut-être que il y a une influence de Madeleine Vionnet dans son truc, quoi, va savoir. Bonjour à tous, j'étais trop absorbée dans mon boulot et j'ai zappé le début du stream. Oh, comment ça? Comment ça? Alors que nous, on est absorbés par la mode. Mais tu te rends pas compte? Masami Kuromada. Merci. Salut Toutatix, bienvenue. Mais you're welcome en tout cas, tu es bienvenue. On parle de mode et on parle de plein de choses, de culture populaire, si on peut dire ça comme ça. Enfin, de différentes cultures en fait. Et là, on parlait de Senseiya. T'arrives bien. Tu arrives à point nommé. J'aime bien. Par contre, ça parle de Senseiya, je suis content. Bah, tu vois, voilà. Mais comme quoi, la mode, tu peux faire plein de choses avec la mode. Au bûcher. Mais non. Mais il est fatigué parce qu'il a joué à WoW avec moi hier soir. C'est pour ça. C'est parce que voilà. Donc, je lui pardonne. Je te pardonne. Voilà. Bienvenue. Ah, par contre, non, vraiment, cette robe, je l'ai souvent vue en exposition, celle-là, mais je ne comprends pas. Celle-là, cette robe, je ne sais pas pourquoi. Pardon, ça fait des bruits bizarres dans le micro. Cette robe, c'est purement personnel. Hein. Elle ne me parle pas du tout. Je sais pas pourquoi. Tu vois, voilà, moi, je suis plus ça, à la rigueur. Ça aussi, elle est très très jolie, je trouve. Mais là, j'aime pas. En fait, je crois que moi, le principe de ligne rose et noire, ça ne me parle pas du tout. Je sais pas pourquoi. Et je sais plus qui l'a faite, cette robe-là. Eh mais les gars, il y a un bug là. Il y a un bug. Je leur dirai. Je referai remonter l'info. Est-ce que là, non, les gars, il y a un bug? Enfin, surtout si personne ne leur a dit, quoi. C'est pas cool. Tu sais que j'ai rêvé de WoW cette nuit? Bah, tu m'étonnes. Et que mon perso devait se faire vacciner Covid pour pouvoir enlever son casque. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais tu sais, le pire, je crois que j'ai rêvé de Drem et de toi, et en gros, vous m'offriez une écharpe. Enfin non, c'était mon écharpe, mais vous la répariez, alors que je ne connais pas cette écharpe du tout. Et bon, voilà, on parlait de surréalisme juste avant. Eh bien, les rêves sont très importants dans le surréalisme. Et je sais pas pourquoi, il y avait une question d'écharpe. Je comprends pas.
C'est normal, c'est une robe, ça n'a pas de bouche. Ah merde, je me rappelle plus ce que j'ai dit pour... Ouais, mais non, c'est... Je comprends pas. Au secours! Explique-moi, je comprends pas. Non, mais ça m'énerve. Ah, pour faire remonter l'info au musée? Ah, mais il y a des gens qui ont visité l'expo virtuelle quand même. J'espère qu'ils ont fait remonter le truc. Hein. Ouais, je sais plus qui a fait cette robe, mais je ne l'aime pas du tout. Tout est lié. Je te jure. Ah là là, terrible, terrible. Bon, bah... Hop, hop, hop. Alors, autre salle. Et on avance quand même. Ah, voilà. Diana Vreeland. Je sais jamais le prononcer. Mais bon, au pire, tant pis. Hein. Désolée, Diana. T'as dit que la robe te parlait pas. Ah. Oui, certes. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oui, je suis fatiguée. Enfin, si, c'est sûr que cette partie, peut-être pas. Peut-être un refresh de la page. Bah, en fait, si je fais un refresh de la page... Ah, attends, bah écoute, on va essayer, hein, mais là, on va revenir... Hop. Non. Hop. On va essayer. Eh, bien joué, Starfalu. Well done. Oh, voilà, c'est Schiaparelli. Bon. En fait, Schiaparelli, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait avec Dali. Parce que je trouve c'est rigolo. Mais sinon, ouais, ça me parle pas trop. Que je vous montre Schiaparelli. Ce qu'elle a fait avec... Ah putain, j'ai mal écrit, j'ai été trop vite. Elsa. Oh putain. Bah oui, non, mais ça, c'est le problème de la... des droits d'auteur. C'est très très problématique. Schiaparelli, Dali. Schiaparelli, Dali. Hop. Que je vous montre un petit peu. Voilà. Hop. Quand même, c'est important de vous montrer ça. Par exemple, voilà. Dali, il se pose la question, mais pourquoi on peut pas mettre une chaussure sur la tête? Donc, il a fait le shoe hat. Donc, voilà. La chaussure, voilà. Et en fait, fondamentalement, je trouve que c'est intéressant. Je sais pas, ça me... Je trouve ça rigolo. Bon, après, toujours la question qui se pose, c'est est-ce que tu le porterais? Hop, t'as eu aussi, voilà, la robe homard. Voilà. Donc ils étaient très potes tous les deux. Voilà. Ça fait pélican. Oui, clairement. Hop. Du coup, j'ai bidé avec ma vanille. Non, non, mais non. Ah, on dit Diana Vreeland. Ça se trouve, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Mais non, t'as pas bidé. Non, mais c'est moi, je suis très nulle en compréhension. Non, moi, je suis la personne qui comprend rien aux blagues, aux contrepétries et tout. Moi, il faut m'expliquer 10 fois les choses. Je suis... Voilà. Bah oui, moi non plus, j'aime pas la robe. Enfin, ça fait bonbon. Voilà, je crois que c'est ça le truc. Mais elle a fait... Bon, elle a quand même fait des jouets choses, hein, Schiaparelli, hein, mais... Bon. J'aime pas tout. Et voilà, comme ça, tu peux voir le début du stream. Tout à tix. Ah, non, elle a tout zappé. Mais non, mais attends, on va repartir pour 3 heures, là. Bonbon. Ouais, je trouve que ça fait bonbon. Ah bah attends, du coup. Où est-ce qu'on avait aussi? C'était là. On va pouvoir regarder le grasset, là. Ah, mais on peut pas zoomer. D'accord, d'accord. Ça reste joli quand même. Voilà. Et le reste, ça allait. C'est juste ça qui avait bugué. Hein. Donc, tout va bien, les amis. Ouais, là, tu vois, c'est dommage, on peut pas tout voir. C'est dommage. Hop, 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 hop. On était à Diana Vreeland. Bon, Diana. Ouais. C'est en la voyant danser habillée en Chanel à l'hôtel Saint-Régis à New York que Carmel Snow remarque Diana et lui propose dès 1936 de devenir chroniqueuse. Dans sa rubrique Why Don't You, publiée jusque dans les années 40, elle donne libre cours à sa fantaisie et à son sens de l'humour et de la formule. Rédactrice de mode pour Harper's Bazaar en 1939, elle y fait un travail remarquable de stylisme photographique en contribuant au choix des mannequins, des accessoires et des lieux de prise de vue. Diana Vreeland repère ainsi de nouveaux visages comme Lorraine Bacall et ouvre à la silhouette de mode de nouveaux horizons. La photographe Louise Dalwolf, elle fait des jolis trucs, elle. Capture ces paysages et restitue en pellicule couleur les tons chauds de sable ou de peau bronzée.
Ils conviennent particulièrement aux tenues de sport ou de jour portées au grand air, notamment aux collections de mode américaines qui remplacent dans les pages d'Harper's Bazaar les créations parisiennes pendant toute la guerre. La mode du bikini ou du jeans est vraisemblablement liée à la sensibilité de Diana à la lumière solaire. Les couleurs génèrent chez elle toutes sortes de slogans, comme dans la séquence Think Pink du film Funny Face en 1957, inspiré de Harper's Bazaar et qui semble sorti de son imagination. Ah, j'ai jamais vu ce film-là. Hop, attends, Lorraine Baca, je regarde qui c'est, Lorraine Baca. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Bon, après, quand t'es dans le musée, tu peux regarder sur ton téléphone. Hein. Ah oui, ok. Elle s'appelle Betty Persk. Ouais, Lorraine Baca, c'est plus nom de scène quand même. Hein. Ça fait mieux. Ça fait plus mieux. Ah oui, oui, oui. Bah oui. C'est... Non, c'est elle, là, au centre. Oui, oui, elle a joué avec Marilyn Monroe, ça me dit quelque chose. Ouais, avec les passagers de la nuit. Ouais, ok. Ok, comme ça me permet de voir des actrices. C'est chouette. Ah, attends, on peut voir un petit peu là. Mais c'est marrant de voir, tu vois, l'évolution entre les premières pages de magazine qu'on a vues, enfin, la couverture milieu 19e siècle est là, tu vois, au fur et à mesure. Et ça, c'est la photo hein, qui a apporté ça. Hein. Le regard photographique, enfin, le regard artistique grâce à la photo, c'est ce qui a fait que ces magazines sont devenus de véritables... Enfin, ce sont eux aussi des œuvres d'art, hein, ces magazines-là, je trouve. Hein. Ah, je la connais cette photo-là. Ouais. Ah oui, ouais, bah, les photos de Louise Dahl-Wolf, elles sont... visuellement, je les connaissais. C'est juste que je ne me rappelle pas du nom. Ouais, là-bas. Ah, c'est des belles photos. Hein. Oh, ça, ça ressemble à du Chanel, ça. Là, comme ça... Je sais pas si c'est ça, mais... Oh, voilà, j'aime beaucoup, ouais, il y a un maintien, c'est incroyable. Ah. Ah, c'est là, hop. Pierre Dunant, sandales. Elles sont marrantes, hein. Cuir bois laqué. À partir de l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, Harper's Bazaar est isolé de Paris et ne rend plus compte de la création qui survit à l'occupation et à la pénurie. Je me souviens du soir où Reed et moi sommes arrivés à Paris juste après la fin de la guerre. Quel changement. Tout le monde portait des chaussures en bois. Clac, clac, clac. On pouvait deviner l'heure qu'il était depuis sa chambre d'hôtel, rien qu'au bruit des semelles en bois sur le trottoir, témoigne Diana Vreeland. C'est fou, ça. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Parce qu'effectivement, la mode, pendant la Seconde Guerre, il y a eu énormément de restrictions. Et du coup, on s'habillait comme on pouvait. Hein, et tu avais certains matériaux qui étaient utilisés qui pouvaient paraître complètement hallucinants, comme notamment des restes de... après la guerre aussi, notamment tout ce qui est parachute, en fait, tu vois, les tissus qui servaient au parachute. C'était aussi utilisé dans la mode. Hey, salut Griffiths, bienvenue, bienvenue, merci pour ton follow, merci beaucoup toi qui aimes la culture, bienvenue, bienvenue. La robe noire et les chaussures, ça fait vachement penser à Tim Burton. Ouais, c'est vrai. La Birkenstock unique. Ah ouais, il y a ce... Oui, effectivement, il y a cette... Il y a ce côté... Hop. Ouais, ça c'est la dentelle là qui fait cet effet-là. Et les chaussures, ouais. Mais les chaussures dans les années 30-40, elles sont très funky. Hein. On se rend pas compte, mais par exemple, t'as Ferragamo dans les années 30. Alors, qu'est-ce qu'on va... Putain, on aura... Est-ce qu'on aura... Ah là là. Ah, il a fourni les chaussures du magicien d'Oz. Ah, c'est rigolo. Attends, donc Ferragamo... T'as une... Hop. Hop, tu as une chaussure qui est ultra connue.
Ah, évidemment, je peux la trouver là comme ça. Déjà, on va taper chaussures, ce sera mieux. Est-ce que si on tape 1930, ça ira mieux? Voilà. Ça, là. Tu vois, ça. Tu dirais, ça, ce serait très années 60 et pas du tout. Ça, c'est années 30. C'est fou, hein? Les chaussures dans les années 30, c'est très... Il y a vraiment une... C'est assez impressionnant, la créativité qu'on a à ce moment-là. Enfin, voilà. Ça, je me rappelle la première fois que j'ai vu ça, je suis dit, putain, c'est pas possible, c'est années 60, ça. Bah non, pas du tout, c'est années 30. C'est fou, hein? C'est d'une créativité folle, je trouve. 38. Elle s'appelle Rainbow. On est à la veille de la Seconde Guerre, quoi. Voilà. Je trouve très marrante cette... Et c'est pour ça que là, ça, voilà, je vois ça, ça m'étonne pas du tout. Ouais, dans les années 30, 40, tu as une production de chaussures qui est très... très créative, je trouve. C'est assez... ouais. Je vois bien Hélène Bonham Carter avec ses chaussures. Oui, complètement. Par contre, ouais, effectivement, tu peux raboter le parquet en suivant les plans, mais grave. C'est vrai que t'as des chaussures, des fois, tu dis, mais comment elle faisait? Comment elle faisait pour marcher avec ça? Et donc, ouais, du coup, t'avais vraiment une restriction très importante pendant la Seconde Guerre, et tu fais un peu comme tu peux, quoi. Là, c'est vraiment... Et ça a même permis à certains de se faire un nom dans la mode. C'est Jean Sac, attends, quand Dior notamment, c'est énormément fourni à la sortie, enfin, pendant la guerre, c'est Jean Sac, je crois, alors attends, non, pas le sien le long, mais en gros, il a été fourni en tissu grâce à lui, à Jean Sac, je crois que c'est son nom, Jean Sac. Et en fait, Jean Sac a eu des parts importantes dans la société. Et lui, en fait, il fournissait des chemises à l'origine. Il a eu aussi pas mal de tissus parce qu'il aidait en fait, enfin, il confectionnait aussi des parachutes. Donc en gros, il y avait un moyen comme ça de récupérer du tissu. C'était en récupérant donc après les parachutes qui n'étaient plus du tout utilisables. Donc tu pouvais en faire des vêtements. Donc tu avais à la fois celui qui fournissait pour la guerre et hop qui récupérait et qui revendait après aux couturiers. C'était des deals assez intéressants à cette époque-là. Il faisait pas mal de chaussures élevées comme ça, Dunant. Ouais. Ouais, Dunant, je connaissais pas beaucoup. Mais ouais, effectivement, ça c'est des chaussures assez élevées comme ça, effectivement. Hey, salut Super Blanquette, merci pour ton follow, toi qui aimes la culture. Bienvenue. Alors, bikini. Bikini. Le bikini est la chose la plus importante depuis la bombe atomique. Ah, cette comparaison de ces morts. Sans mauvais jeu de mots, hein. C'est intéressant. Et je l'aurais pas tenté celle-là, tu vois. Surtout, on est en 46. Ah non, peut-être qu'elle l'a dit plus tard. Elle a peut-être dit plus tard. Hein. Mais je sais pas comment dire. Je trouve c'est un peu bizarre. Salut Super Blanquette, bienvenue. J'espère que tu vas bien. On parle de fashion, on parle de culture populaire, de mode, d'histoire de la mode, voilà. Ce style-là correspond bien au bikini de ces années-là. Le bikini, c'est fatal, mais c'est ça en fait. Ouais, mais je sais, mais je trouve que la comparaison... Enfin, voilà, moi pour avoir... Enfin, tu sais, c'est con, mais depuis que j'ai visité Hiroshima et Nagasaki, quand on fait des blagues sur la bombe atomique, t'es un peu... Voilà. Bon. Tu prends les choses avec un autre regard, surtout ce genre de... En fait, imagine bien Lana qui te sort « Oh, le bikini, c'est génial !» Comment elle dit ça? C'est la chose la plus importante depuis la bombe atomique. Ouais, meuf, ok. Ouais, j'aurais pas dit du tout ça. Tiens, c'est creepy à mort. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots, c'est creepy. Ah là là, terrible. C'est fatal, c'est ça. C'est quoi? J'allais dire un bikini sur une bombe atomique. Mais je crois que c'est mon côté beauf qui ressort. Mais non, mais du coup, va savoir, c'est peut-être ça l'origine de l'expression qu'on parle d'une nana que c'est une bombe atomique. Va savoir. C'est en lien direct avec l'histoire du nom, l'atoll de Bikini servait aux essais nucléaires. Ouais, c'est vrai.
Ouais, je sais, mais... Ouais, mais bon. Ouais, mais je trouve que c'est quand même... parce que comme c'est une enfin, je suis pas sûre que c'était dit dans ce sens-là, en fait. Cringe. Tu m'étonnes. Mais c'est complètement cringe. Si, non, ouais, je sais pas. Non, moi, ouais, non. Il témoigne d'une esthétique corporelle consécutive au développement des films couleurs. Depuis les années 30, les clichés en couleur de Louise Dahl Wolff, pris dans les pays chauds, font de la peau bronzée l'accessoire essentiel de la figuration de mode. Et avec, en plus, encore une fois, l'avènement des congés payés. Et tout se regroupe. Tu vois, le fait de partir, t'as la... Ça va contribuer, voilà, quand on parlait plutôt des critères de beauté qui changent dans les années 30, et ben voilà. Le fait de partir en vacances, et en plus, bah là, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Les magazines de mode qui accentuent. Et c'est même pire que... Enfin, c'est même pire que ça, c'est... Enfin, pire, c'est pas une question de c'est bien ou c'est pas bien. C'est le regard, finalement, d'une... Enfin, c'est le goût d'une directrice artistique, donc pour le jeans et le bikini, hop, qui va diffuser ça dans un magazine qui va être lu et vu par des milliers de femmes, et bien ça va avoir une incidence sur leur perception de la beauté aussi. Ça, plus les congés payés, ça devient hype d'être bronzé, en fait. Ça devient très important. Le nom de bikini en référence à l'atoll du même nom aux îles Marshall, soit qu'est 5 jours auparavant, a eu une explosion nucléaire sur Wikipédia. Ok, merci pour la précision, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est rigolo de se dire que ce mot a complètement éclipsé l'atoll. Je trouve ça intéressant en fait. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'avais complètement zappé. Et que t'as remis... je sais plus qui c'était... Je sais plus c'est qui l'a évoqué plus tôt. Je m'en rappelle plus. C'est Baleno, voilà. Donc t'es tellement ancré dans ta tête, bikini c'est que ça. L'esthétique des pin-up était turbo-sexiste et militariste, les aviateurs empeignés sur les bombardiers. Ouais. Ah bah oui, oui. Est-ce que ça a vraiment changé Je sais pas, hein, je suis pas sûre. Bah en fait, c'est aussi que la pin-up, à l'origine, c'était pas forcément militariste. Hein. C'est juste qu'elle était là. Il y avait souvent, et c'est ce qu'on voit dans plusieurs films, hein, la pin-up, elle était aussi invitée pour faire des shows, pour rebooster le moral des militaires. Donc, et du coup, là, elle a pris une dimension militaire forte, quoi. Mais à l'origine, c'était pas censé être ça. Mais par contre, oui, il y a la pin-up, oui, elle a cet aspect sensuel, sexuel, très, très... qui est inhérent, en fait, à son... Enfin, qui est inhérent à elle, en fait. Hein. Et après, oui, avec la guerre, elle a pris une dimension en plus militariste qui est assez forte. Je me demande si à l'époque, ils ne devaient pas avoir la même relation à la bombe atomique que nous maintenant, vu que pour eux, c'est ce qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Peut-être en lien avec la citation, je sais pas. Oui, non, mais peut-être. Si c'est pas un... Bah si, il doit y avoir un lien avec la citation, carrément. À l'époque, il n'y a pas la narration. Attends, je relis ta phrase. Ah, le fait que bombe atomique, c'est une femme hyper bournasse. C'est ça que tu veux dire? Comme Monroe qui est partie voir les GI quelques jours après son mariage pour divorcer dans le mois, je crois. Ah là là. Mais en tout cas, elles avaient un rôle très important de soutien et de réconfort. Hein. Ces femmes-là, elles ont... Elle, c'est vraiment, pour le coup, elle jouait ce rôle-là, c'était très très important. Alors. Ah, là-bas, c'est flouté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les droits, je pense. Non? Mais, attends, on est où, là? Ah oui, regarde, là, il n'y a qu'un point. Attends, c'est là, là? Ouais, là, on peut... mais du coup, il n'y a rien, là. Là, on peut voir un peu les magazines, mais c'est tout. Après, on peut aller là. Voilà, donc là, c'est pour parler du New Look.
Ok, donc on va rester là un petit peu. Ok, donc là, c'est pour parler du new look. Je vais y arriver. Art littérature. Bon, attends, on va rester là pour l'instant. Ah, mais c'est fou, hein, le rapport à, effectivement, art et littérature. Tu vois, bon, là, t'as une... Ah, ça, c'est... C'est un tableau d'Ingres. C'est La Fontaine, je crois, elle s'appelle. Attends, je suis plus très sûre. Je sais plus comment elle s'appelle. La Source, je crois que c'est La Source. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu as là. Hop, ici, là. Un pop-up. Donc là, c'est pour parler de l'utilisation de l'art, je pense. Et puis même vraiment, là, le magazine devient vraiment... Mais encore une fois, c'est marrant de voir à quel point on est passé d'un magazine devant présenter des vêtements, même si on est sous de la collection, à un magazine vraiment qui s'impose. Ok, c'est un magazine de mode, mais qui s'impose aussi comme référence artistique incontournable. Hein. Hop là. Très tôt, la littérature tient une place importante dès l'origine, hein, de toute manière. Hein. Ah, mais en plus, la littérature dans le... Ok. Le rôle de fiction editor tenu par George Davis dans les années 30 est essentiel. Alors, en 1944, Aswell, qui succède, réunit une anthologie de textes de femmes publiés dans le magazine. Donc, il y a eu Anita Loos, Colette, Virginia Woolf, Dorothy Parker. En 1946, Carmel Snow nomme Marie-Louise Bousquet, éditrice du Bazar parisien, rappelant l'analogie du magazine avec le salon littéraire, à l'image de celui même que tenait Marie-Louise Bousquet, donc au tout début. Ah, ça se trouve, on dit bouquet d'ailleurs. Je pense qu'on doit dire bouquet. Si on dit pas de loup, on dit bouquet. Voilà. Ou pas, ça se trouve. Bon, c'est pas grave. Accueillant André Gide, Marcel Aimé, Jean Cocteau, Christian Bérard, le compositeur Ned Rorem, Henri Cartier-Bresson, Christian Dior. Donc voilà, là tu vois, années 30, années 40 et compagnie, c'est complètement ça. C'est vraiment ces petits, là, tous ces noms-là, c'est des petits cercles très restreints d'intellectuels, mais pas que. Tu as des auteurs, tu as des poètes, etc., comme Cocteau ou Gide. Mais tu as aussi Dior, comme Schiaparelli ou autres, donc c'est des gens qui sont très proches de ces milieux artistiques et intellectuels, qui arrivent à se positionner comme vraiment des créateurs aussi. Des photographes, donc la compositeur, est aussi un autre nom que je trouve que j'aime beaucoup parce que qui est souvent dans l'ombre, mais là il est de plus en plus dans la lumière. C'est Christian Bérard, qui était en fait une sorte de directeur artistique complètement incroyable, qui travaillait avec tout le monde et qui donnait toujours la petite idée, tu vois. On l'appelait bébé, et Bérard, voilà, c'était le gars qui était toujours présent sur les défilés ou autres. Il s'est occupé du design si tu connais le film La Belle et la Bête de Cocteau, tu as donc de 46, tu as les vêtements, ça a été ça a été dessiné par Bérard. Bérard, c'est aussi lui qui bosse beaucoup avec Dior, qui lui aurait donné la petite idée, parce que Dior, il était très connu pour mettre aussi un petit brin de muguet sur dans les vêtements au niveau des vêtements de ces mannequins. Et apparemment, l'idée serait venue de Bérard, qui ferait, vas-y, en gros, créer un petit côté artistique en mettant ça. Tu vois, c'est le mec qui a toujours les bonnes idées. Bon, qui est toujours défoncé, hein. Mais c'est toujours le gars qui a les bonnes idées. C'est le DA de tout le monde, en fait, Bérard. Cocteau n'a pas dessiné les costumes. Non, c'est Bérard. C'est Christian Bérard qui a fait les costumes. Cocteau, lui, c'est... Ah, et je me demande si... Non, lui, c'est vraiment les costumes Bérard. Par contre, Cocteau, c'est les... Mince. Les décors, voilà. Oui, les décors, oui, bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, les vêtements, non, c'est Bérard. Bébé. Oh mince, j'ai lisé un article sur Christian Dior et il parle que de sa nièce militante néo-nazie. Ouais. Mais ouais. Après, les maisons, elles ont toutes ce peu... Voilà. Après, sa sœur, Christian Dior, était une résistante. Tu vois, ça permet de contrebalancer.
Ouais, donc voilà, donc Bérard. Et il était de Bérard, c'était lui qui faisait toutes les couvertures de Vogue. Donc c'est voilà, c'est vraiment le mec très très important. Et là, je viens de dire bon, ça va, ça relativise un peu le truc quoi. Ainsi, Simone de Beauvoir, Vladimir Nabokov, Aldous Huxley, j'adore Huxley, Samuel Beckett, Raymond Queneau ou encore Henry Miller, Jean-Paul Sartre, Yukio Mishima et William Burroughs ont été publiés dans les pages du Harper's Bazaar. Ah, c'est rigolo ça. C'est fou, hein. À quel point ouais, le magazine va mettre en avant cette dimension. C'est ouais, de la modernité quelque part, mais de ce qui n'est pas conventionnel, voilà. Parce que c'était pas des textes forcément acceptés au début. Hein. Nabokov, Huxley, Beckett, enfin bon, Beckett, Queneau et compagnie, c'était pas hyper bien vu au début, quoi. Huxley dans le bazar, ça fait bizarre. Ouais, je suis d'accord. Bah, et en même temps, c'était les seuls qui visiblement acceptaient de les publier. Il y a un film d'animation qui s'appelle Avril et le monde truqué, avec pour acteur principal les inventeurs qui se passent à Paris en 40 dans un monde où les savants se font kidnapper et donc on se retrouve dans une société privée de certaines inventions. Ah, je connaissais pas. Avril et le monde truqué, attends. Ah, c'est rigolo comme synopsis. Avril et le monde truqué. Ouais, je connaissais pas. Bah, à voir. Je vais regarder ça. Merci pour le conseil. Ouais, j'aime bien le principe. Alors, mise en page et illustration souligne à chaque fois l'originalité de l'écriture. Parce que comme il y a justement... C'est vrai que ça fait bizarre, et en même temps, comme il y a cette dimension, il y avait cette proximité avec le surréalisme de Harper's Bazaar, au final, pour eux, c'est logique. Si ils restent dans la même veine éditoriale, ils restent là-dedans, ben c'est logique qu'après le surréalisme, bon, ils gardent encore des auteurs surréalistes, mais que c'est logique qu'après, tu as encore des auteurs qu'on considérait alors comme originaux, par ce qu'ils proposaient, comme Huxley, enfin tout ce qui était dystopique, ou les choses comme Beckett et compagnie, qui sont assez étranges, quoi. Mais du coup, c'est logique, vu leur ligne éditoriale avec le surréalisme et tout. Mais du coup, c'est vrai que c'est ouais, sur coup, se dire, ah bah tiens, Huxley et tout, Nabokov, c'est rigolo. Mais ouais, ça va avec la ligne éditoriale, je trouve. Il y a aussi une volonté éditoriale avant-gardiste. Oui, tout à fait. Oui, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, je n'avais pas trouvé quand je parlais de modernité. Tout à fait, c'est l'avant-garde. Ouais, complètement. Tout à fait ça. De mon côté, je vous laisse là. Des bisous à tout le monde et merci pour la visite, Sabine, c'était top. Bah merci, à bientôt Starfalu, merci, des bisous. Merci pour ta présence. C'était trop en contradiction avec le magazine publicitaire d'aujourd'hui. Ouais, par contre, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, certains magazines, tu pourrais jamais faire ça. Et même, les auteurs ne voudraient pas être là-dedans. T'as certains auteurs qui disent, bah non, c'est pas possible, je veux pas, voilà, ça incarne une société que je ne reconnais pas. Alors que là, à l'époque, ça incarnait l'avant-garde. Donc pour eux, c'était... Mais va-t'en, la bestiole. C'était hyper logique. Gna gna gna, dans les années 40, le magazine porte au monde des talents des jeunes auteurs américains. Carson McCullers et Truman Capote. Dans Harper's Bazaar, la proximité avec des personnages de fiction communique à la silhouette de mode une allure d'héroïne, titre de la première nouvelle de Patricia Highsmith parue dans le magazine en 1945. Pourquoi il y a deux trucs là? Ah d'accord, il y a littérature et art, ok. Est-ce que les gens qui achètent les magazines le lisent? Grosse question. À l'époque, bah, je pense. Tu sais, comme c'est un magazine mensuel, tu prends le temps de... Je pense. Après, tu peux... Par contre, tu ne lis pas tout. Enfin, après, t'as des gens aussi qui lisent tout, mais je pense que globalement, les gens, ils lisent ce qui les intéresse. Et ce qui compte énormément dans ce genre de magazine aussi, c'est la photo. Mais si, je pense que les articles qui sont lus. Enfin, peut-être pas tout, mais... À partir des années 30, Harper's Bazaar s'impose comme un foyer artistique, un lieu de véritable rencontre culturelle, invitant les artistes à figurer dans ses pages ou à contribuer aux articles sur l'art ou la mode. Les œuvres d'art sont reproduites en pleine page ou en arrière-plan des photographies de mode.
S'y côtoient aussi portraits d'artistes et articles de fond sur l'actualité culturelle. En 1952, le portrait de Francis Bacon par Bill Brandt apparaît face à une de ses études d'après le portrait du pape Innocent X par Velázquez. La photographie de Jackson Pollock par Hans Namuth illustre le texte du critique Clement Greenberg. Donc c'est des références très précises là. Donc là, je vois les œuvres, mais là c'est vraiment, ça s'adresse à un public très spécialisé là quand même. L'année suivante, Peter Blake écrit sur la cité radieuse de Le Corbusier, photographié par Brassailles. Donc beaucoup de voilà. Donc là c'est que vraiment des noms de l'avant-garde en architecture, voilà. Jean Genet rend hommage en 62 à Giacometti, portraituré par Robert Frank, etc., etc. Alors, par ses proximités artistiques, Harper's Bazaar valorise l'image photographique en tant qu'œuvre d'art. Quand Marvin Israel, directeur artistique au début des années 60, convie les photographes Lee Friedlander et Diane Arbus à réaliser des essais photographiques sans texte, le magazine tient un rôle de précurseur dans la reconnaissance du médium en tant que forme artistique. Les vidéos les plus récentes, et quand tu cliques sur vidéo, tu as les vidéos des 14 derniers jours. Et une fois que les 14 jours sont passés, donc les vidéos disparaissent de Twitch, mais moi je les garde, et après je les mets sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que tu auras tu auras, voilà, donc là-haut tu as mes réseaux sociaux, et notamment sur ma chaîne YouTube, tu as les replays de tout ça. Voilà. Voilà. Mais pour les 14 derniers jours, tu as tout sur Twitch directement. Hop, hop, hop. Et le New Look, donc c'est vraiment, voilà, c'est ce tailleur-là. Donc là, vous pouvez inscrire visuellement parlant. New Look, Dior, c'est ça. Voilà, c'est cette forme-là qui est finalement hyper classique. Hein. C'est très très classique ça quand il pense. Hein. Ça fait très 18e, tu vois, cette taille marquée, cette cloche, enfin voilà. Ça rappelle un peu les robes qu'on a vues au début. Et ça, ouais, c'est du Christian Dior. Et oui, alors Dior, il avait un... J'aime bien le coup de crayon. Et Dior, donc c'est quelqu'un qui est très, très, très... Enfin, qui adore l'art. Et en fait, Dior a commencé comme antiquaire. Enfin, il voulait être... antiquaire. Galeriste, c'est mieux. Parce que je crois qu'il y avait de tout. Hein.
En gros, il a commencé comme marchand d'art. Et il n'arrivait pas à gérer son business du tout. Apparemment, c'était une brêle à ce niveau-là. Donc, pardon Dior, mais voilà. Mais en tout cas, il n'a pas réussi à gérer ses affaires. Et du coup, il est passé de marchand d'art à créateur de mode. Il s'en est beaucoup mieux sorti. Enfin, voilà, un succès fou. Aussi parce qu'il a écouté très très sagement les conseils de bébé, donc Christian Bérard, qui étaient des conseils extraordinaires et qui l'a aidé à se propulser. Et en plus, le réseau, encore une fois, c'est un monde très petit, hein, tout ça. Hein. Donc Dior et compagnie, Schiaparelli, Chanel, bon, il y en a qui étaient... Chanel, Schiaparelli, c'était pas... oui, c'est ça, c'était pas du tout des potes. Hein. Mais en tout cas, c'est un monde très petit qui s'encourage, qui se soutient. Le principe de la communauté, tout simplement. Voilà, donc c'est un réseau qui est très très puissant et qui s'entraide. On dirait un peu les traits de Lagerfeld. C'est vrai. C'est vrai que question dessin, mais c'est une ligne très épurée, tu vois. C'est une ligne très économe. Et alors ça, enfin, moi j'aime beaucoup ce style de dessin. Je trouve que ça fait finalement très parisien. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois, récemment, tu as eu la pub Guerlain, la petite robe noire. Enfin voilà, il y a ce côté aussi, ce dessin vraiment qui mise sur l'économie que je trouve très joli. Et je trouve, je sais pas pourquoi ça me fait penser, je trouve que ça fait très parisien. Ça fait une dimension esthétique, ouais, parisienne. Alors, Such a New Look. Alors, en 44, donc Carmel Snow revient à Paris. Elle rencontre Henri Cartier-Bresson, donc un photographe très important de l'époque. Elle lui commande un premier reportage. Il devient un collaborateur régulier du magazine, portraiturant par exemple en 46 Dior, que elle définit affectueusement comme un homme timide. Homme timide, effacé, le moins capricieux des créateurs. Avant la guerre, il a commencé à vendre des peintures dans une galerie d'art avec Pierre Coll, et choix puis se lancer dans la conception de robes, d'abord chez Piguet et maintenant chez Lelon. Mais oui, complètement. Alors Dior, il est d'une timidité folle. Hein. Donc c'est pour ça que marchand d'art et timidité, c'était... Faut être un commerçant aussi. Hein, tu vois, il n'a pas cette fibre commerciale. C'est pas un vendeur. Tu vois, il n'a pas cette prestance, cette manière de chatter un peu avec les gens. Mais par contre, ouais, c'était un créateur de génie. Et puis, ouais, Lelon... Donc Lelon, c'était un créateur aussi de haute couture qui était très important à l'époque. Aujourd'hui, qui est peut-être pas très... Enfin, voilà, la marque n'existe plus. Hein. Mais en tout cas, Lelon, c'était l'un des directeurs de la chambre syndicale de la haute couture. C'est quelqu'un de très important qui a vraiment... qui est une assise dans le monde de la couture. Et Dior a travaillé notamment chez lui, où il a fait ses armes avant de se lancer à son propre compte. Enfin, il s'est mis à son compte par la suite. Hein. Et en 47, donc Snow saisit parfaitement le New Look de la première collection de Dior, et c'est ainsi qu'elle baptise le style dominant d'après-guerre. L'expression deviendra historique. C'est pour ça qu'on parle de Such a New Look. Voilà, c'est Carmel Snow qui a mis ça en place. Ces lignes, Corolle et en 8, donc là ce qu'on a derrière en fait, affirment la primauté du dessin en conformant la silhouette à un galbe provocateur et romantique à la fois. Épaules abaissées, taille fine, poitrine et hanches stylisées, jupe évasée. Carmel Snow, oui, qui ose m'appeler à cette heure-là, Carmel Snow, qui a contribué à valoriser la femme soldat, est sensible à la rupture de style qu'instaure la femme fleur de Dior. Ouais. Elle confie son interprétation photographique à Louise Dahl Wolff, puis au jeune Richard Avedon. Christian Dior, dessinateur et styliste, trouve dans leurs travaux l'écho amplifié de son travail graphique. Donc effectivement, ouais, là, il y a... Vraiment, c'est... Le terme romantique, ça va très bien. Moi, j'aime bien utiliser le terme classique, parce que là, tu vois bien les robes 18e. Hein. Oh là, la musique, elle s'éclate, là. Avedon est si vieux. D'ailleurs, je sais même pas si on dit Avedon ou Avedon. Pour moi, c'est Richard Avedon, mais je suis même pas sûre, tu vois. Ça se trouve, c'est Richard Avedon. Je vais manger, bonne fin de journée à tous. Merci d'être passé à Toutatix. Bon appétit. À bientôt. Des bisous.